Amir, professeur Judy, membre organisateur, collègues, chers étudiants, assistance, honorable assistance, bonjour. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui, autant qu'enseignant d'une faculté que je chéris beaucoup, une faculté que j'adore, et j'ai intitulé ma conférence « Intelligence artificielle en biologie ». Étant que je suis microbiologiste, mes connaissances dans l'intelligence artificielle, évidemment, sont limitées. Cependant, vu l'engouement des derniers temps pour ce sujet, pour cette thématique, j'ai jugé un petit peu opportun de présenter au moins quelques applications d'intelligence artificielle en essayant de simplifier les mots, de simplifier un petit peu les concepts pour qu'on puisse comprendre de quoi il s'agit. Ma contribution sera divisée en deux. Concept de base de l'intelligence artificielle, quelques notions. Évidemment, quelques applications, puisque les applications sont énormes et on ne pourra pas les citer toutes en une seule fois. Évidemment, tout le monde se souvient de ces deux films-là, d'Arnold Schwarzenegger dans Terminator et de Will Smith dans E-Robot, où les robots ont pris, on va dire, ont pris le contrôle. Et actuellement, donc beaucoup de gens ont peur, ont à l'esprit un petit peu, est-ce que l'intelligence artificielle un jour dominera l'homme et prendra le dessus? Alors, les révolutions, comme vous le savez, donc juste un mot, au XVIIIe siècle, c'était celui qui avait, on va dire, les machines qui pouvaient gagner. On peut, par exemple, donner l'exemple de la Chine qui a perdu la bataille contre les Anglais du fait que les Anglais avaient des bateaux qui utilisaient de la vapeur. La deuxième révolution était à la base de l'électricité, tout ce qui est mécanique, qui a permis le développement également de l'homme. La troisième révolution, c'est tout ce qui est Internet, tout ce qui est automatisation. Évidemment, maintenant, il y a beaucoup de gens qui parlent de la quatrième révolution, qui est celle de l'intelligence artificielle. Celui qui la domine pourrait éventuellement dominer le monde. En 1943, donc la première publication, la première, on va dire, chose dont on a parlé un petit peu d'intelligence artificielle, donc c'était McCulloch, en essayant de modéliser le neurone, comment le neurone fonctionne. Ensuite, évidemment, donc ça s'est développé. En faisant une petite recherche sur le moteur PubMed, en mettant Artificial Intelligence, ça nous sort à peu près plus de 200 000 articles. Évidemment, le premier date de 1951. En faisant un petit affinage les 10 dernières années, on trouve à peu près que 75% des articles sont publiés uniquement dans les 10 dernières années. En ajoutant encore un petit affinage uniquement dans les 5 dernières années, à peu près 59% des articles ont été publiés sur l'intelligence artificielle les 5 dernières années, ce qui prouve l'engouement des gens à cette thématique et à ce champ disciplinaire. Beaucoup d'entre nous pensent que l'intelligence artificielle, c'est un robot. Actuellement, oui, il y a beaucoup de robots qui sont utilisés à beaucoup de fins. C'est vrai, c'est de l'intelligence artificielle, mais pas que. Donc l'intelligence artificielle également, c'est dans vos portables. Lorsque vous dites Siri ou Google, cherche-moi ça, ou appelle cette personne-là, ça c'est de l'intelligence artificielle. Quand vous partez sur Google Translate et vous écrivez un texte, il va vous le traduire, c'est de l'intelligence artificielle. La reconnaissance faciale, pour ceux qui ont un iPhone, pour déverrouiller par exemple leur portable, c'est de l'intelligence artificielle. Quand vous partez sur Google et vous écrivez un mot, lui, il va vous continuer soit la phrase, soit vous donner un ensemble, on va dire, de suggestions, toujours, donc c'est de l'intelligence artificielle. Et également, donc, quand vous regardez YouTube, ça, ce sont que des petits exemples
de l'intelligence artificielle dans notre vie quotidienne. Donc, vous regardez une vidéo, lui, il va vous essayer de vous faire une suggestion d'autres vidéos qui sont reliées ou bien qui sont, on va dire, en liaison avec votre sujet. Alors, Turing, donc, et McCulloch et McCarthy, c'est des pionniers de l'intelligence artificielle, c'est eux parmi les premiers ayant travaillé dessus. Juste peut-être un point sur le test de Turing qui fait en sorte, on va dire, il s'est posé la question comment distinguer une intelligence artificielle d'une intelligence humaine. Pour lui, si on pose la question à une personne, on lui donne, on va dire, un texte ou quelque chose lié à l'intelligence artificielle, et la même chose générée par l'homme, si on ne peut pas distinguer entre les deux, il passe le test de Turing et on parle d'intelligence artificielle. Le terme intelligence artificielle lui-même donc a été introduit donc par McCarthy. Le dernier, c'est Yann LeCun, qui est celui, on lui doit donc le deep learning, un des pionniers du deep learning, ou bien des algorithmes qui sont un peu plus élaborés. Alors, si on compare l'intelligence artificielle à l'homme, à l'intelligence humaine, évidemment, c'est incomparable. Puisque l'intelligence artificielle actuelle, donc, excelle dans une seule tâche, mathématique ou autre. Il ne peut pas faire multitâche. Donc, on la conçoit pour faire uniquement une tâche. Et l'homme a toujours essayé un petit peu de faire en sorte que certaines de ces tâches, y compris mentales, puissent être un petit peu rendues machinales. Un exemple, la calculatrice. La calculatrice, c'est, ça date pas d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui ressemble à de l'intelligence artificielle. Évidemment, notre intelligence, elle est plus complexe puisqu'il y a des émotions, il y a, par exemple, le fait qu'on peut écouter de la musique, on a de l'empathie, on a beaucoup de choses que l'intelligence artificielle actuelle, malheureusement ou heureusement, n'en a pas. Quelques exemples. On se souvient tous lorsque une intelligence artificielle, celle d'IBM, a battu Garry Kasparov aux échecs. Également, donc IBM, donc cette intelligence artificielle, lorsqu'elle a battu tout un ensemble de champions dans le jeu de Jeopardy, et la dernière en date, lorsque AlphaGo de Google a battu donc Lee Sedol au jeu de Go. Sachant que ici, à peu près, il y a plus des milliards de combinaisons possibles, et que donc cette intelligence artificielle, elle arrive à faire le calcul de tous les coups possibles. C'est ce qui la rend un petit peu très forte. On parle de deux types d'intelligence, intelligence, on va dire, étroite, et intelligence artificielle générale ou bien large. La différence étant que la première, elle est utilisée donc pour une tâche spécialisée, si le cas actuel, donc elle va essayer de générer quelque chose qui est spécifique à cette intelligence artificielle. La deuxième, c'est ce qu'on appelle donc l'intelligence artificielle forte ou générale, elle n'est qu'hypothétique à ce jour. C'est cette fameuse intelligence artificielle qui peut tout faire, c'est-à-dire elle est capable d'avoir une conscience. Et à ce stade-là ou à ce jour-là, n'est qu'hypothétique. Au départ, donc lorsqu'on voulait un petit peu programmer une intelligence artificielle, on lui donne des données, donc des chats par exemple ici, on lui donne un programme et on attend une prédiction. Donc, on lui donne un ensemble de données, on lui fait un programme et on attend des prédictions. Ça, c'était au départ. Un exemple, considérer, donc on va lui demander à cette intelligence artificielle de considérer un chat comme, par exemple, il a des oreilles pointues, possède une fourrure et possède une moustache. Ça, c'est un exemple. Hein. Évidemment, lorsqu'on va lui donner cette photo-là, il va vous dire c'est un chat. Mais également, quand vous lui donnez cette photo, il va vous dire c'est un chat, puisque il a des oreilles, il a une moustache, il a une fourrure. Également, quand on lui donne ce genre de photo,
un chat, puisqu'ici, donc les oreilles, par exemple, sont cachées, et il va vous dire que c'est pas un chat. Donc ça, c'était les premiers, on va dire, les premières intelligences artificielles. Avec le temps, donc, avec le développement du deep learning et du réseau neuronal, maintenant, la question n'est plus posée de cette façon-là. La question, par exemple, on va lui donner un ensemble de photos, par exemple des chats et des chiens, et on lui dit, voilà, qu'est-ce que ces photos ont en commun que ces photos n'ont pas. Et là, par lui-même, il va raisonner et il va un petit peu déduire que toutes ces photos-là, qu'est-ce qu'elles ont de commun. Et il va nous sortir le résultat. Pour entraîner une intelligence artificielle, donc j'ai pris un exemple de microbiologie, il y a trois façons de faire. Soit c'est une intelligence supervisée, par exemple, dès le départ, on va lui faire des étiquettes. Donc là, on lui dit, ça c'est un bacille à gram négatif, ça c'est un bacille à gram positif, là c'est un coccigramme positif. Donc on lui met des étiquettes, on lui dit, voilà, ça c'est ça. Et on le laisse faire, d'accord? On laisse faire le modèle, un algorithme. Et quand vous dites, quand vous donnez vos données, quand vous faites rentrer donc vos échantillons de test, lui, il va essayer de vous les, d'accord, caractériser ou bien de vous les classer en vous donnant l'étiquette. Donc, il va vous dire, ça, c'est un gramme positif, ça, c'est un bacille à gramme négatif, etc. Donc là, c'est supervisé, veut dire que les datas de départ sont connues. Donc, on lui dit, voilà, telle chose représente telle chose. Dans le programme non supervisé, on ne donne pas d'étiquette. On lui donne, donc le même cas, on lui demande de retrouver ou de classer ces objets selon un motif commun. Qu'est-ce qu'ils ont de commun? Évidemment, à la fin, il va vous dire uniquement classe 1, classe 2, classe 3, puisqu'il ne sait pas ça représente quoi. Donc lui, il va juste vous classer un petit peu, donc vos données, du fait qu'elles ont par exemple la même forme ou la même couleur, mais sans vous faire sortir, on va dire, l'étiquette, parce que là, elles ne sont pas étiquetées. Dans le troisième cas, en fait, c'est un entraînement lorsqu'on n'a pas de données, et on voudrait l'apprendre. Ici, donc dans le modèle ici, donc on lui donne donc ces datas, et lui, il ne sait pas faire. Et qu'est-ce qu'on va lui demander? Chaque fois qu'il sort une réponse, si elle est juste, on lui met par exemple un pouce positif, ou c'est bien. Lorsqu'il sort une réponse fausse, on lui dit que c'est faux. Et là, par exemple, dans ce cas-là, donc, c'est l'homme qui l'entraîne avec les réponses qu'il va nous donner. Alors, ici, par exemple, on représente un neurone et comment le développement, donc les premiers mathématiciens, parce que l'intelligence artificielle, c'est des maths, c'est des statistiques. Comment ça s'est développé? Donc, un neurone est composé, donc, d'axones, des dendrites et de l'influx nerveux. Évidemment, le neurone va recevoir une information, un signal, qui soit positif ou négatif, c'est-à-dire inhibiteur ou activateur, et il va traiter l'information et il va rendre une réponse. C'est ça, donc le travail d'un neurone. Il reçoit un signal, il traite le signal, il donne une réponse. Donc, les gens ou les mathématiciens, ils ont essayé un petit peu de faire de la même façon. Donc, le premier, c'est Rosenblatt. Il a développé ce qu'on appelle le perceptron en se basant un petit peu sur la fonction visuelle, comment l'œil fonctionne. Donc, il a un petit peu modélisé mathématiquement comment l'œil fonctionne et il a inventé le premier, ou bien il a mis au point le premier qu'on appelle le perceptron. Donc, ça, donc, c'est une fonction mathématique. Donc là, c'est x, y, c'est les données. Et là, c'est la réponse qu'il va nous donner. Évidemment, c'est un peu plus élaboré que ça. On peut, par exemple, ici, faire une fonction de dire, voilà, classez-moi je sais pas, les plantes à fleurs, des plantes non à fleurs. Donc, x, y vont représenter, par exemple, la distance ou bien le diamètre ou autre chose. Donc, on donne des données et on lui demande de les classer. Évidemment, on ajoute des fonctions pour corriger, pour un petit peu donner à la fin le y ici, donc la réponse, en fait c'est une probabilité.
Au bout du compte, la réponse de l'intelligence artificielle, c'est la plus probable, la plus plausible, la plus vraisemblable. Avec, donc, comme je vous l'avais dit, donc ça c'est monocouche, ça veut dire une seule fonction. Et là, on a développé le réseau neuronal où il y a plusieurs couches à l'intérieur avec une première, donc c'est l'entrée, là c'est la sortie, là, donc c'est toutes les analyses qu'il va faire pour faire son apprentissage. Donc là, donc le cerveau, comment il fonctionne, donc en utilisant un neurone, et là, une fonction mathématique par exemple, on va essayer, d'accord, de faire des maths, de faire tout un ensemble de fonctions pour qu'à la fin j'ai, on va dire, une réponse qui est, comme je vous l'avais dit, la réponse la plus probable. Lorsqu'on parle en général d'intelligence artificielle, il y a trois, on va dire, trois notions qui s'imbriquent. Donc l'intelligence artificielle, c'est quoi? C'est le domaine le plus important, ou bien c'est la notion la plus grande, puisque c'est tout ce qui est modèle mathématique ou tout ce qui est technique qu'on va élaborer pour faire un programme. À l'intérieur, il y a machine learning, il y a deep learning. La différence, c'est toujours c'est des maths, sauf que machine learning, assez souvent, les algorithmes sont appliqués pour des tâches très simples, comme par exemple classer les plantes en deux catégories ou placer les bactéries gram plus, gram moins. Donc, dans le deep learning, c'est un peu plus complexe. Donc, on lui donne des tâches un peu plus complexes. Par exemple, la reconnaissance faciale, la reconnaissance d'objets, par exemple, la conduite, les voitures, par exemple, autonomes, puisque ça demande, on va dire, des algorithmes plus performants. Un exemple d'algorithme qu'on utilise beaucoup en biologie, c'est les algorithmes de neurones convolutionnels. Tout simplement, ils sont utilisés tout ce qui est traitement d'images. Et nous, par exemple, les biologistes, et surtout également les médecins, il y a beaucoup d'images à faire traiter. Et donc, tout un ensemble de couches, donc évidemment, c'est un réseau neuronal qui va essayer, d'accord, à la fin de trouver une réponse. Évidemment, il y a pour chaque type de tâche, il y a des algorithmes un peu spécifiques, ou bien un réseau neuronal spécifique. Si vous prenez le traitement du langage naturel, c'est par exemple les PNL, où il faudrait, par exemple, lui apprendre c'est quoi le langage, comment on doit répondre, etc. Donc chaque type, on va dire, de tâche, il y a un algorithme ou des algorithmes qui sont spécifiques. Les applications sont nombreuses. Vous avez une application, par exemple, tout ce qui est radiologie, donc scanner, IRM. Donc, au lieu de faire, par exemple, le faire par le radiologue, on pourrait supposer, évidemment, on va pas lâcher le radiologue, mais il aura plus de temps pour autre chose. Donc, une analyse de tout ce qui est imagerie médicale. Il peut prédire les structures des protéines. Donc, dans toute une base de protéines, il peut prédire les structures, il peut prédire des motifs. Dans également la mise au point de médicaments, donc il peut par exemple scanner toute une chimiothèque de substances naturelles ou de substances chimiques pour trouver, on va dire, de probables, par exemple, candidats à un traitement. On peut l'appliquer dans tout ce qui est génomique, donc l'analyse de l'ADN, l'analyse du génome, l'analyse du métagénome, et également dans la modélisation, donc on lui donne un ensemble, on va dire, de données, il peut nous prédire un modèle, donc par exemple, où les data peuvent prédire ou bien suivre un modèle défini. Ça, c'est un exemple comment entraîner on va dire un algorithme. Donc, on lui donne un ensemble, donc ici, des patients qui ont, donc on fait des coupes, et donc le pathologiste, donc on fait un logiciel, donc le logiciel à la fin, donc il va nous faire sortir on va dire une réponse. Quelques exemples donc tirés de la littérature. Ici par exemple pour tout ce qui est analyse de biopsie pour donc diagnostiquer le cancer du sein. Ici par exemple pour analyser les électrocardiogrammes ou des écho-Doppler, donc tout ce qui est en cardiologie. Là, par exemple, pour tout ce qui est métastase, analyser des métastases du cerveau.
Et également, donc, un des exemples qu'on appelle, ce qu'on appelle le jumeau numérique. Alors, avant de faire une opération, donc on va essayer, par exemple, si on veut faire une opération du cœur, donc assez souvent, donc on découvre, le chirurgien découvre votre cœur une fois, on va dire, l'opération est entamée. Là, par exemple, puisque on peut faire beaucoup de scans, donc le scanner il fait beaucoup d'images, donc ces images sont compilées, traitées. On va essayer de modéliser votre cœur, donc le rendre modélisable. Ensuite, on peut, donc le chirurgien peut donc faire tourner l'image, voir un petit peu votre cœur, sa taille, et également là où il doit intervenir, comme ça, donc ça l'aide à l'avance de savoir où il fera sa chirurgie. Donc quelque chose qui est spécifique, évidemment. Donc et ça s'applique non seulement pour le cœur, mais pour le foie, pour le rein, et évidemment pour tout le corps humain. Avantages, donc évidemment, il y a beaucoup d'avantages. Diagnostic plus rapide, détection précoce des maladies, réduction des erreurs humaines, puisque lorsqu'on pixelise, donc l'intelligence artificielle peut voir des pixels que l'homme, malheureusement, des détails, il ne pourra pas voir. Aider à gérer surtout de grandes quantités d'images médicales. Les défis, évidemment, il faudrait une formation, donc également, il faudrait des millions d'images pour arriver à un résultat, sachant que pour entraîner un algorithme, il vous faut des millions de dollars. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait aussi simple, donc il faudrait des millions de dollars avec une empreinte carbone assez élevée. La transparence de la décision. Donc lorsqu'il nous rend la décision, un médecin, vous pouvez lui poser la question, pourquoi? Alors qu'une intelligence artificielle ne vous dira pas pourquoi. Elle vous dit, voilà la probabilité, c'est ça. Alors que l'homme, il pourrait vous expliquer pourquoi il a ce résultat. Évidemment, donc, il faudrait une question d'éthique s'il y a une erreur qui va payer. On imagine une intelligence artificielle qui commet une erreur, qui en est le responsable? Est-ce le chirurgien, est-ce l'hôpital ou est-ce celui qui a fait, on va dire, le programme? Là, la réponse n'est pas aussi simple. Parce que ce genre d'algorithme, ils apprennent, c'est-à-dire l'algorithme de départ ou l'intelligence de départ et celle de la fin n'est pas la même. Avec le temps, elle apprend. Donc, chaque fois qu'on lui ajoute des datas, chaque fois qu'on lui ajoute, donc elle s'auto-corrige. Et à la fin, donc celui qui a vendu le logiciel, il vous dit non, c'est pas de ma faute, parce que tout simplement, cette intelligence artificielle est différente de celle que je vous ai vendue. Évidemment, on penserait peut-être à prendre une assurance. Les défis de l'intelligence artificielle en général, parfois on la comprend pas, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc c'est très compliqué pour nous, donc pour les gens qui ne sont pas des spécialistes, de comprendre c'est quoi une intelligence artificielle. Les biais algorithmiques, parfois, lorsqu'on l'entraîne, si on prend par exemple tout ce qui est GPT, ceux qui font du langage, lorsqu'on a entraîné ChatGPT, on l'a connecté à l'Internet, il a un petit peu pris du tout. Donc, vous allez, par exemple, trouver des données où ils vous disent la Terre est plate. Et il va prendre des données, par exemple, des gens qui sont avec un discours racial ou un discours haineux, etc. Donc, il y a peut-être un biais à l'intérieur et ce biais, il est dû du fait des datas massives qu'il a ingurgitées qu'on ne peut pas toutes les vérifier. La vie privée, lorsqu'une IA, par exemple, travaille par exemple, dans le diagnostic du cancer, donc les datas qu'il va récolter, qu'est-ce qu'elles deviennent? Donc, est-ce que on peut être sûr qu'on va pas être piraté? Parce que si ça devient quelque chose qui est, par exemple, informatique, est-ce que les pirates informatiques n'auront pas accès? Est-ce qu'on peut garantir cette sécurité? La créativité de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, elle manque de créativité, c'est-à-dire elle ne pourra pas créer quelque chose comme l'homme. Un exemple dans les maths. Si vous posez une question à n'importe quelle intelligence artificielle dans les calculs, elle peut être meilleure que vous. Mais, par exemple, si vous lui dites, démontrez-moi ou est-ce que vous pouvez résoudre telle équation qui, par exemple, je ne sais pas moi, une équation, les mathématiciens sont plus au courant que moi, quelque chose qui n'est pas résolu, on vous lui posez la question, est-ce que vous pouvez la résoudre? Possible que non.
parce qu'il n'a pas cette faculté-là d'aller raisonner comme l'homme. Évidemment, besoin de données massives, et pour l'entraîner, c'est des millions et des millions de dollars. Et comme je vous l'avais dit, il faut de grands serveurs, des ordinateurs, c'est plus des CPU mais des GPU, c'est-à-dire avec des puissances de calcul énormes. Et tout ça, ça a un coût financier et également, ça a, on va dire, un coût en termes de carbone parce que ça consomme de l'électricité et quand on consomme de l'électricité, on augmente l'empreinte carbone. Évidemment, à la fin, la responsabilité éthique, une voiture autonome, lorsqu'elle va faire un accident, qui sera responsable, puisqu'il n'y a pas de chauffeur dedans. Est-ce celui qui a vendu, on va dire, le logiciel ou l'entreprise de taxi ou donc, il y a une responsabilité éthique, juridique qui n'est pas, à ce jour, n'a pas été, on va dire, traitée. Un mot sur ChatGPT, bon. Parce que beaucoup de gens ont peur, d'autres ils utilisent juste un mot. Donc, en fait, ChatGPT, c'est... En fait, il essaie de deviner ce que vous lui écrivez. C'est-à-dire, il a été entraîné avec des milliards de textes. Donc, il a beaucoup de textes à l'intérieur. Quand vous dites, par exemple, vous lui écrivez une phrase, il va essayer de vous faire sortir le mot d'après. Par exemple, quand vous lui dites une souris, il peut vous dire verte. Une souris est mangée par, normalement, il va vous dire le chat. Mais s'il vous sort le serpent, c'est valable aussi. En fait, lui, il fait un regroupement de mots, d'accord, pour générer du texte. Donc, il lit, il corrige, et il génère du texte. Évidemment, on peut penser à utiliser le ChatGPT dans l'enseignement, par exemple, du tutorat. Donc, on peut faire du tutorat virtuel. Donc, faire par exemple un chatbot pour les étudiants de première année, on va mettre un petit peu pour leurs questions, c'est quoi ça, le passage et tout ce qui est. Donc, on peut mettre un chatbot qui va répondre aux étudiants de première année, deuxième année, voire autre, pour répondre un petit peu à leurs questions qui est liée à la pédagogie. Pour les enseignants, ils peuvent s'en servir pour générer pas du contenu dans le sens contenu qu'il va enseigner, mais des exemples. Il peut par exemple des exercices d'application et tout, parce qu'il est bon à ça. Il peut par exemple corriger automatiquement un texte pour les fautes d'orthographe, ce que je fais assez souvent pour mes publications sur Facebook. Et également, on peut l'utiliser comme un assistant d'apprentissage en ligne, par exemple en médecine. On peut lui, par exemple, faire tout un enseignement pour les étudiants de médecine parce qu'il peut, on va dire, répondre à des questions, converser, etc. Évidemment, dans la rédaction scientifique, il peut faire des résumés d'articles, il peut corriger la grammaire et le style, et il peut également faire, on va dire, traduire. Sauf que, ça, comme je vous l'avais dit, lui, il le fait parce que il devine les mots. Mais vous n'allez pas lui demander d'écrire un article scientifique. Pourquoi? Parce que simplement l'accès de GPT à ChatGPT au web, donc déjà c'est en 2021 que c'est arrêté, et en même temps il n'a pas accès à tout. 50% de ces données sont en anglais. Vous ajoutez à cela qu'il avait accès à Wikipédia, qu'il n'avait pas accès à des articles parce qu'ils sont payants. Donc il a été, on va dire, traîné avec beaucoup d'informations. Certains sont justes, mais beaucoup également sont fausses ou bien générales. Donc, pour faire un texte général, vous lui demandez une recette de cuisine, il va vous le faire, pas de souci. Vous lui dites, je veux telle chose, il va vous le faire. Mais lorsque vous voulez rentrer dans les détails, avoir des détails, ça va être très compliqué de les obtenir parce que, comme je vous l'avais dit, sa formation, son entraînement était basé sur quelque chose qui est général. Alors, dans les limites, ici, par exemple, si on compare le ChatGPT 4, aucun d'eux ne peut avoir une réponse vraie à 100% dans ces réponses. C'est-à-dire le maximum 80%, et ça dépendra, on va dire, des questions, est-ce que c'est en sciences, est-ce que c'est en maths, il est fort en maths, mais par exemple, pour tout ce qui est dans certains, on va dire, raisonnements logiques, philosophiques, malheureusement, il n'en est pas le cas. Donc, manque de compréhension, lui, il vous donne un texte, et c'est pas si c'est vrai ou non. Et évidemment, quand vous lui posez la question différemment, il va vous donner une réponse différente alors que c'est la même question. Et
les billes d'entraînement, comme je vous l'avais dit, il y a beaucoup de choses qui ont été ingurgitées par ChatGPT, pas forcément justes. Les référencements, si vous lui donnez, par exemple, demandez, faites-moi des références, il va vous la faire, la référence. Parce que lui, ici, comment une référence est écrite? Les auteurs, par exemple, le titre et le volume, etc. Alors, il va copier un peu de tout, il va vous donner une référence qui est plausible. Alors que c'est faux. Donc, si vous la vérifiez, vous pouvez pas la trouver. Et la dernière, ce qu'on appelle la paresse intellectuelle. Évidemment, le rôle d'enseigner et d'apprendre, normalement, nous sommes là pour apprendre des connaissances, les étudiants sont là pour apprendre. Même lorsqu'on leur donne des exercices, des interros à faire, normalement, c'est pour les entraîner. Si vous avez une intelligence artificielle qui fait tout à votre place et vous vous cassez pas la tête, évidemment, on va rentrer dans ce dernier point. Alors, quelques également applications. On peut détecter la malaria parce que sa détection, on l'a fait via une coloration. Donc, on fait une coloration donc, du sang et on va essayer de détecter le parasite. Donc, ça a été prouvé. Diagnostic de la tuberculose. Donc, on peut l'entraîner à détecter la tuberculose en utilisant des radios, donc de beaucoup de malades. Et là, on peut l'entraîner à détecter, à différencier, par exemple, la tuberculose d'une autre maladie. L'identification bactérienne et l'identification de la résistance aux antibiotiques. Donc je vous ai mis un article, une systematic review qui fait un petit peu, qui a fait la recherche de tout ce qui a été publié dans notre domaine qui est la microbiologie. Donc, si on fait la répartition par type d'infection, il a trouvé 97 systèmes d'intelligence artificielle en microbiologie, 82 pour les infections bactériennes, par exemple 11 pour les infections parasitaires, etc. Là, par exemple, les domaines d'application, soit la détection, l'identification, les sources, c'est-à-dire qu'on a utilisé pour l'entraîner, soit c'est des données génomiques, soit c'est des données du séquençage du microbiote, soit par exemple tout ce qui est images microscopiques, soit également la spectroscopie de masse. Malheureusement, uniquement 37% des données ou bien des systèmes ont été développés dans des pays à faible revenu. Là, par exemple, une autre application, donc en faisant de la coloration de grammes, sur la base de la coloration de grammes, on peut interpréter une hémoculture et il est meilleur que l'homme parce qu'il peut détecter ce que l'homme ne voit pas, parce que parfois on est fatigué, parfois il y a une mauvaise résolution du microscope et tout. Donc là, donc juste en faisant une photo, on peut donc faire la présence ou absence de micro-organismes dans le sang. En microbiologie, on utilise également donc pour l'identification de la gélose. Donc ces colonies-là, donc on peut les utiliser un petit peu pour identifier la présence ou l'absence de micro-organismes, et même la couleur, parce que si on utilise on va dire une gélose chromogène, ça donne des couleurs différentes, et on peut utiliser ça un petit peu pour entraîner des modèles d'intelligence artificielle pour détecter et vous dire et identifier la bactérie. Quelques exemples. Donc, cette intelligence artificielle a été entraînée et utilisée pour détecter des bactéries dans les urines, celle-là pour détecter le streptococcus dans les pharyngites et détecter les souches de MRSA, donc en utilisant la même intelligence artificielle. Donc, ça peut aider, sachant que, par exemple, lorsqu'on lance le traitement plus rapidement, donc les chances de guérison sont meilleures. Un exemple également sur un sujet qui me tient à cœur, donc celui de la résistance aux antibiotiques. Nous, par exemple, lorsque on analyse la résistance aux antibiotiques ou la sensibilité des bactéries aux antibiotiques, soit on utilise évidemment un antibiogramme, soit on utilise l'ICMI, soit donc on utilise un automate. Et là, ça prend du temps. Donc, un antibiogramme, c'est 24 heures par exemple. L'ICMI, c'est minimum, on va dire 4-6 heures minimum. Lorsque, par exemple, on fait du séquençage, on peut entraîner une intelligence artificielle à détecter des gènes de résistance dans les séquences génomiques.
et même à détecter ce qui n'est pas connu. C'est ce qui est bien, puisque tout simplement, elle évolue. Donc, en comparant les datas à l'intérieur, donc on peut, ici c'est machine learning, donc une intelligence artificielle qui vous dit est-ce que c'est résistant ou bien est-ce que c'est sensible, d'accord? Donc, en ajoutant, donc en créant des algorithmes, soit avec des datas. Là, par exemple, labeled, ça veut dire supervisé ou bien non supervisé. Donc, à la fin, on peut éventuellement détecter donc les gènes de résistance aux antibiotiques. Ici, quelques exemples d'intelligence artificielle qui ont été mises au point. Là, on peut l'utiliser également dans l'analyse des séquences, par exemple, pour découvrir ou bien on va dire, pas mettre au point dans le sens mettre au point, mais on peut visualiser et découvrir par exemple, une bactériocide, un antibiotique, ou par exemple, dans ce cas-là, des peptides antimicrobiens. Tout simplement, en lui donnant une base de protéiques, il va analyser les motifs qui sont dans ces protéines ou dans les séquences génomiques. En analysant les motifs, ces motifs-là, il pourrait éventuellement vous dire, celle-là, fort probable, c'est une bactériocide. Celle-là, fort probable, c'est par exemple, c'est un peptide antimicrobien ou bien un antibiotique peptidique, parce qu'il va comparer des motifs entre eux. Et ça, c'est un exemple d'une machine qui a été entraînée à la détecter la lysine, qui est très active sur Mycobacterium tuberculosis et les souches d'entéro résistantes au carbapinème. Donc, on peut également l'utiliser dans tout ce qui est mise au point de nouveaux traitements, donc en essayant de l'entraîner avec des modèles connus, supervisés et non supervisés, des choses qui ne sont pas connues. Donc, on pourrait éventuellement, avec soit machine learning ou deep learning, en utilisant un ensemble, on va dire, d'algorithmes qui sont déjà faits, hein. Donc il y a beaucoup d'algorithmes qu'on peut obtenir, qu'on peut avoir, il suffit de les retravailler, c'est-à-dire pour les faire cadrer ou calquer à notre besoin en biologie par exemple. Alors pour finir, je voudrais donc chuter ça ou faire ma chute sur ça ou ma conclusion sur ça. On va se poser la question, est-ce que l'intelligence artificielle est vraiment intelligente? Si on revient à notre premier exemple de Deep Blue qui a battu Garry Kasparov, alors ce Deep Blue là, si on l'analyse, c'est pas seulement un petit ordinateur. À l'intérieur, c'est plus d'une centaine de mini-ordinateurs à l'intérieur. Donc il faut une puissance de calcul énorme pour battre ce champion. Et elle l'a pas battu, on va dire, en une minute ou en une seconde. Ah, ça a pris du temps, donc M. Kasparov a bien résisté à cette intelligence artificielle. Ça, c'est le premier. Le deuxième, cette intelligence artificielle ne sait faire que, on va dire, des échecs. Monsieur Kasparov, en sortant, il peut jouer aux dames, il peut jouer aux échecs, il peut jouer au poker, il peut faire beaucoup de choses. C'est-à-dire que, donc, on entraîne une intelligence artificielle pour quelque chose de spécifique, mais l'homme a plus, pas plus d'intelligence. Son intelligence est incomparable à celle ici. Également, pour l'entraîner, donc, par exemple, pour détecter un chat ou d'un chien, il lui faut des milliers de photos, alors que pour un bébé, il lui faut une photo ou deux photos. Donc ça, c'est un miaou. Ça, c'est autre chose. Et là, il l'a appris. Donc, on peut pas comparer donc l'intelligence humaine à l'intelligence artificielle. Bon, j'oserais dire que l'intelligence artificielle est une boîte d'outils. Je préfère un étudiant ou un enseignant qui la maîtrise parce qu'il sera meilleur. Il y a beaucoup de choses qu'on peut utiliser. Par exemple, pour nous les biologistes, pour créer des schémas, pour créer par exemple des figures. Il y a tout un ensemble de logiciels pour ça, de différentes intelligences artificielles pour ça. De préférence de l'utiliser, mais également de ne pas être à la fin esclave, c'est-à-dire de se reposer entièrement sur cet outil-là. Je vous remercie tout un chacun et j'espère avoir fait le point, au moins toucher un peu, effleurer ce sujet, et merci.